pas. Je ne comprends pas. Y a rien là-dedans. Je comprends rien. Certains marchent, d'autres courent. D'autres s'habillent la nuit, d'autres s'habillent de jour et ça mange, d'autres vomissent. Je comprends pas. Non, y a rien de précis. C'est pas vrai, mais bordel. C'est quoi un zombie? Bonjour et bienvenue dans le Point G. Pour la seconde fois. Pour ce second numéro, nous allons taper vigoureusement sur un sujet chaud et froid à la fois, car nous allons parler d'une licence cross-média qui touche aussi bien la bande dessinée, la télé, que le jeu vidéo. Et vous l'avez compris, il s'agit de Dora l'exploratrice. Mais non! 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 Walking Dead! Walking Dead! The Walking Dead. Mais avant de nous perdre en conjectures, nous allons d'abord parler des origines, du commencement, de la genèse, du début, et comme je suis à court de synonymes, on va parler du comics. D'ailleurs, mon cher, pourquoi dit-on comics? Ah bah c'est très simple, je te remercie de ta question mon cher Jamy. Dans le temps, les quotidiens américains avaient l'habitude de publier des vignettes en dernière page, à l'instar de Pif le chien dans l'humanité. Ces vignettes étaient des bandes dessinées humoristiques, d'où le nom de comic strip, qui est devenu plus tard comics. Le format et le sujet ayant changé, le terme est resté. Merci pour cette leçon de pédanterie, connard. Ce comics est scénarisé par Robert Kirkman Robert Kirkman, et dessiné par Charlie Adlard. Charlie Adler. Et aussi dans un premier temps dessiné par Tony Moore, Tony Moore. mais ce cher Tony a malheureusement quitté l'aventure. Si le style de Tony Moore Tony Moore, était léché avec une esthétique claire et expressive, et pardonnez-moi l'expression commune, le style de Charlie Adlard Charlie Adler, est plus sombre et plus dépouillé. Ce qui accentue très bien l'ambiance générale, mais les décors s'en retrouvent appauvris et les personnages moins expressifs. regardez par exemple cette couverture dessinée par Moore. Moore. Ok, c'est de la couleur, mais malgré tout, on ressent beaucoup plus de choses que dans un dessin en une page d'Adler, Adlard. où les nuances d'expression ressortent moins au profit d'une expressivité claire et directe. Mais ce n'est qu'un avis personnel. Oh là là, mouille-cul, assume tes choix. Oui, enfin bon, après, Charlie, sans déconner. Tes dessins, tu les réutilises pas dans 15 vignettes différentes. C'est pas très crédible. Au pire, tu changes au moins le format, quoi. Faire l'effort. Walking Dead est un comics qui se décline en 25 tomes pour le moment, car il est toujours en cours. Il met en scène une Amérique naturaliste qui serait victime d'une invasion de morts-vivants. Oui, et quand on vous dit naturalisme, on parle de l'Amérique standard, hein, avec ses villes moyennes, sa campagne, ses chocs culturels entre modernité et conservationnisme, etc., etc. Et pas d'une Amérique façon Los Angeles, Los Angeles, New York City, Chalon-sur-Saône. des villes tellement mythiques qu'elles sont devenues des personnages à part entière des œuvres dans lesquelles elles sont dépeintes. Oui, mais dans Fear the Walking Dead, au début, ça se passe à Los Angeles. Non, tu ne parles pas de Fear the Walking Dead. Bah oui, non, mais- jamais, jamais. Fear the Walking Dead n'existe pas. D'accord. D'accord. Toute l'intrigue s'articule autour du personnage de Rick Grimes, un adjoint du shérif du comté de King, pas loin d'Atlanta. Marié et père de famille, c'est un Américain lambda qui se décrit lui-même plus comme un flic café donuts que comme un cow-boy des rues. Il sera dans le coma lors du début de l'invasion et ne se réveillera que plusieurs semaines plus tard pour découvrir la ville totalement décimée et des survivants parano calfeutrés chez eux. Jolie ficelle scénaristique qui permet d'éviter d'expliquer l'origine de l'invasion. Ensuite, plutôt que de tomber dans les écueils très classiques d'œuvres survitaminées façon l'Armée des Morts, Walking Dead est une œuvre qui se concentre sur les rapports humains dans une Amérique qui a perdu ses repères, comme à de nombreux moments du XXe et du XXIe siècle. On y parle d'amour et de famille, des valeurs très chères à la littérature américaine en général, mais aussi de cette part de l'homme qui le fait marcher sur une brèche très fine entre l'admiration pour la mort, fin des souffrances physiques et morales, et un rejet de ce même statut pourtant inéluctable pour chacun d'entre nous. Non, pas moi. Les univers du comics et de la série vont évoluer petit à petit d'une ambiance de crise sulfureuse et d'une ambiance western à un univers délétère post-apocalyptique presque cyberpunk où certains nouveaux personnages comme le gouverneur ou Negan pourraient faire penser à une vision plus proche de nous des personnages de Mad Max ou de Ken le Survivant. Comme vous l'aurez compris, l'œuvre évolue énormément au fil du temps.
C'est une œuvre survivaliste puissante qui nous ramène devant cette question universelle que déjà Shakespeare posait avec sa langue victorienne. Être ou ne pas être. Être ou ne pas être. Là est la question. Est-il plus noble d'endurer les frondes et flèches du destin en furie, ou bien de s'armer contre une mer de fléaux et mourir en rebelle? Mourir, dormir, rêver peut-être, et dire que par ce sommeil, nous mettons fin aux maux du cœur et aux 1000 souffrances naturelles qui sont le legs de la chair. Ah, c'est l'un des dénouement à souhaiter avec ferveur. Mourir, dormir, rêver peut-être, oui, là est l'embarras. Car quelle sorte de rêves peuvent survenir dans ce sommeil de la mort? Nous sommes des empreintes de cette étreinte vitale. C'est ça qui doit nous retenir. Cette réflexion-là qui nous vaut la calamité d'une si longue existence. Kirkman le dit lui-même, ouvrez les guillemets. Quand je vois un film de zombies, ça s'arrête toujours quand ça devient intéressant. Alors j'ai décidé de faire la suite et en faire des chroniques. Les chroniques de Rick. Alors oui, au milieu de ces chroniques, il y a un petit peu de surenchère. Oh, beaucoup même. Oui, mais ça c'est parce que la série dure. Oui, c'est vrai. Hein? C'est le phénomène dit de l'oiseau multicolore. Alors à la base, on prend un personnage réaliste et lui fait vivre une aventure totalement rocambolesque. Oui, ou deux, éventuellement Voilà. deux. Mais bon. Quand on a perdu 3 fois sa famille, ça devient difficile à croire. Ah oui, non mais là, même Martin Gray a pas vécu pire, hein. Ton âme. Mais bon, voilà, si on en rajoute une couche encore en plus, là, on est clairement un personnage de The Walking Dead. Et là, on a beau dire, on a beau faire, on finit par moins s'y attacher parce que la tuile suivante qui arrivera, bah, ce sera pas un très gros enjeu, puisque Ah oui. les personnages s'en sortent toujours. Bah oui, ça c'est sûr. Enfin, quand je dis s'en sortent, ça dépend encore, hein, parce que la tuile en question, ça leur fait toujours perdre des plumes. Et quand je dis des plumes, c'est plus un membre de leur famille ou un membre de leur corps qui finissent par perdre. C'est vrai qu'au final, Walking Dead finit par ressembler un peu plus à une espèce de mise en scène de partie de Zombicide ou de Dead of Winters. Sauf que là, eh ben, on mise gros. Zombicide. Dead of Winters. On n'est pas dans DDS là. Hein. Oui, mais je... Non, DDS c'est mort. C'est mort. Puis c'est de la merde. Non, je rigole. On a de nombreux passages où la moindre prise d'initiative se solde par un échec et peut se résumer à un échange. Par exemple, on va chercher des vivres, mais en contrepartie, on perd un survivant, à cause d'un faux pas ou d'une mauvaise surprise. Mais malgré ça, on peut assister aussi à des moments totalement épiques et néanmoins réalistes, où les survivants font des actes héroïques, s'en sortent et on est content pour eux. On fait référence notamment à l'épisode 9 de la saison 6, où Rick est pris d'une sorte de rage de berserker. Il sort casser du zombie en pleine invasion d'Alexandria. Il est rejoint par Michonne, et à eux deux, ils vont buter des dizaines de zombies en se mettant en danger, mais en entraînant tout le monde dans leur entreprise totalement folle. Et lorsque Glenn se retrouvera dos au mur, la cavalerie arrivera, et tout le monde sera sauvé, et les zombies seront tous morts. Enfin, vraiment morts. Et comme ils ont eu une putain de poisse jusqu'à présent, cet événement héroïque hors du commun, bah putain on y croit. Mais non, ça c'est de la merde. La nature de l'œuvre, c'est que c'est pas une œuvre de zombie. Le zombie est utilisé en toile de fond pour faire ressurgir les émotions humaines, fortes, profondes. Oui, sauf dans Fear the Non, Walking Dead. non, pas dans Fear the Walking Dead, non. Je dis plus. L'enjeu humain. C'est ça qui est intéressant. Le zombie n'est qu'un prétexte à l'histoire. On entend souvent cette phrase un peu conne qui est « mais c'était pas comme ça dans l'œuvre originale ». Alors déjà, n'oubliez pas que tout ce qui porte le nom Walking Dead, ça a été écrit sous la direction de Robert Kirkman. Sauf ce film et ce film. Et ensuite, il faut plutôt voir le comics comme une espèce de matrice originelle, dans laquelle ensuite les auteurs, et c'est pas Kirkman directement, c'est toujours sous sa direction, ont pioché pour créer une histoire nouvelle. Ah ça c'est bien. Bah oui et non en fait. Déjà non. Car ça peut faire chier de ne pas pouvoir spoiler totalement les choses aux spectateurs de la série quand on a lu la BD. Et que c'est toujours rassurant d'avoir cet argument massu dans tous les débats, encore plus puissant qu'une fausse citation d'Einstein ou de McLesguy. J'ai lu le livre et c'était mieux.
putain, mais même si c'est possible que le livre soit mieux, ça veut pas dire que toutes les histoires apocryphes ne sont pas dignes de sens, ou au moins avec un minimum d'intérêt. Car ça reste pas une œuvre figée, mais mutante ou mouvante à l'image des zombies qu'elle met en scène. Notamment, la différence de médium prouve bien qu'on ne met pas forcément en image une BD de la même façon qu'on met en scène une série. La première saison collait très bien aux comics, mais son rythme trop lent a lassé de nombreux spectateurs. Et après l'expurgation de ce brave Frank Darabont, la série est ensuite devenue plus télévisuelle. Des formats d'épisodes standardisés qui permettaient aux spectateurs d'avoir un quota d'action, intrigue, dialogue équilibré entre les épisodes. Parce qu'on va pas se mentir entre personnes qui bouffent de la série en veux-tu en voilà. Hein, quand il se passe rien au bout de 3 épisodes, eh ben on zappe et on regarde un épisode de Viking. Ouais, ou alors vous avez le syndrome de Stockholm et vous faites des mots croisés comme ça pour aller jusqu'au bout. Parce que vous vous dites en votre fort intérieur que la saison 1 de Agent of Shield, ça peut pas être si pourri. Et si. Et aussi parce que lors de la réécriture, certains axes scénaristiques sont revisités, afin de surprendre l'ancien public, et même de revisiter l'œuvre dans son entièreté. Parce que The Walking Dead, ce n'est pas seulement un comics, c'est un comics et une série et un jeu vidéo, une entité entière. Ah, le jeu vidéo. Celui de Telltale, hein. Oui, pas la merde de FPS. Moi j'ai pleuré. Hein. T'as pleuré toi? Ah, les aventures de Lee et de Clementine. C'était beau. Bon, revenons un peu à l'univers de The Walking Dead et ses protagonistes. Dans le comics, la série originale, nous suivons le personnage de Rick. Dans la spin-off, nous suivons la famille recomposée de Travis et Madison. Dans le jeu, nous suivons Lee et Clementine. De façon assez sympathique, les protagonistes vont être amenés à croiser différents personnages ou différents événements en lien avec les autres œuvres. Et par exemple, le Herschel du comics n'aura pas les mêmes actions que celui de la série ou celui du jeu vidéo. Pas la même vie, ni la même mort d'ailleurs. Donc, on va pas pouvoir y couper. Et non. Est-ce que The Walking Dead est raciste? Il faut savoir qu'en argot à Merlock, zombie signifie homme noir de façon péjorative. D'ailleurs, des œuvres comme L'Armée des Morts ou Resident Evil 5 jouent sur cette ambiguïté. Non, mais en fait, la vraie question c'est quels sont les rapports entre l'œuvre génitrice qui est le comics et puis ce qui est venu après, comme la série, le jeu vidéo, la spin-off Fear the Walking Dead et toutes ces choses-là. Enfin, où est la vérité en fin de compte? C'est ça qui est- Ah bah si c'est ça le problème. Et pour finir... On va parler de Fear the Walking Dead. Ah. Oh, s'il te plaît. Bon allez, vas-y. Mais tu vas franco, hein. Fear the Walking Dead est une série qui a été diffusée pour la première fois le 23 août 2015. Et le dernier épisode de la saison 1 a été diffusé le 4 octobre 2015. En sachant que le premier épisode de la saison 6 de la série mère allait être diffusé le 11 octobre 2015, et qu'en général les spin-offs sont des trucs un peu finis à la pisse, histoire de faire patienter les fans de la série mère entre deux saisons, on serait tout à fait en droit de penser que Fear the Walking Dead est une série bouche-trou de mauvaise qualité. Et on aurait raison! C'est mou! Et puis les personnages sont chiants et aussi charismatiques que des bulots cuits. Oh, puis cette esthétique californienne lumineuse, mais ça colle pas du tout à l'esprit de la série mère qui est beaucoup plus sombre, alors que les relations entre les personnages revendiqueraient le contraire. Oh putain, c'est horrible! Et le plan final de la saison est caractéristique. Regardez. Et surtout, putain, lui, il est aussi à l'aise dans son rôle que Jean Lefebvre dans Commando 2. Je fais dans Commando 2, je le fais. Non. Et cette saison 1 molle du cul ne pouvait fonctionner qu'après une saison 5 de The Walking Dead plutôt calme. Et absolument pas après une saison aussi apocalyptique que la 6. J'avoue ne pas avoir regardé la seconde saison pour éviter de perdre du temps. J'ai déjà eu du mal à enquiller celle-ci, je suis pas sadomaso. Et puis une série où personne n'a jamais vu de film de zombies, c'est chiant. Janine, t'es malade? Oh Janine, on dirait que t'as un rhume. Comme quoi, même avec les meilleurs ingrédients du monde, Comme Kirkman, qui est créateur de la série. eh ben on peut quand même faire de la merde. Ouais. Mais ça sort d'où cette histoire de zombies morts-vivants? Le thriller Michael Jackson? Oh non. T'en es sûr? Alors, le zombie qu'on connaît aujourd'hui est un mutant. Il a évolué au cours des décennies. Il est passé du folklore africain-haïtien à une sorte de globi-boulga de zombies contagieux, invulnérables et gore. Et parfois porno. Oui. Dans la culture pop, le zombie est devenu le méchant ultime, la menace parfaite qui fait flipper tout le monde. Une guerre, lol. Une invasion extraterrestre, XD. Un tueur en série, XD PTDR.
Un week-end chez la belle-mère. Non, dans le week-end chez la belle-mère, c'est pas les vacances. Ouais. Non, le zombie, c'est la menace ultime. Et comme le dit Clive Barker, Les zombies sont les monstres idéaux du XXe siècle. Un zombie est la seule chose à laquelle on ne puisse faire face. Il survit à tout. On peut se débarrasser assez facilement de Frankenstein ou de Dracula, mais pas des zombies. On ne peut aller discuter avec eux. Ils attaquent sans relâche, peu cher. Et c'est bien ce qu'est le zombie, une créature qui ne disparaît pas. ah, c'est une saloperie. Sa popularité varie au cours des années. Le cinéma a exploité filon jusqu'à la moelle, si bien que le public s'en est lassé. Mais il n'a pas disparu longtemps, car il revient en 96 avec Resident Evil, le jeu. C'est étonnant de voir derrière une création japonaise remettre au goût du jour le zombie. Oui. Hein? Le zombie, c'est un même occidental. Eux là, les asiatiques, ils préfèrent les spectres, les esprits et autres fantômes. Car on n'enterre pas les morts en Asie, on les brûle. C'est problématique pour qui veut devenir zombie. D'où l'aspect épidémique du zombie revenu au goût du jour. Et oui, bye bye le rite vaudou haïtien. Nous voilà donc face à une menace omniprésente, invulnérable et inconnue. Et on a peur de l'inconnu. Et ajoutez à cela qu'elle est contagieuse, et nous avons le mal ultime. Et en fait, pas tant que ça. Parce qu'en admettant que 95% de la population mondiale soit morte, 5% est morte et dévorée. Et 90% sont des zombies. Ça fait environ 6 milliards 300 millions de zombies pour 350 millions de survivants dans le monde. Oui, on est beaucoup en fait sur Terre. Mais si chaque survivant tue en moyenne un zombie par semaine, et sans lui-même mourir, la pandémie serait endiguée en 4 mois. Alors bougez-vous le cul, bande de locs! Dans The Walking Dead, les zombies n'ont pas besoin de manger, et ils peuvent être démembrés jusqu'au cul. Et dans Fear the Walking Dead, on apprend aussi qu'ils n'ont pas besoin de respirer, parce qu'à un moment, on les voit marcher sous l'eau. Mais cela nous amène à nous poser une question. Comment ça fonctionne un zombie? Ah, c'est une très bonne question, Jamie, c'est bien de l'avoir posée. Je sais pas. Déjà, vous remarquerez que le terme zombie n'est presque jamais utilisé dans la série. On leur préférera le terme walker, rôdeur, mort, vorace, geek ou Quentin Michel. Quentin Michel. Oui, Quentin Michel. Et puis le zombie, scientifiquement, c'est pas possible. Ensuite, d'après ce qui est dit dans la série avec tout le passage sur le CIC... La banque? Non. Tout ce qui est dit dans la série au CIC... Il n'y a pas le CIC dans le comics. Oh putain ta gueule! Tout ce qui est dit dans la série, dans le CIC, c'est que les zombies sont encore vivants parce qu'ils ont un afflux électrique dans le tronc cérébral. Et dans le tronc cérébral seulement. Alors déjà, le tronc cérébral, c'est pas un endroit facile à atteindre avec un couteau ou avec une bastos. C'est déjà chaud pour les éliminer. Mais admettons. Le problème est que, dans la série et dans le comics, les zombies arrivent à faire la différence entre un humain et un zombie à l'odeur. Le souci, pour pouvoir sentir, c'est que de 1, il faut des cellules réceptrices spéciales dans le pif. Et c'est pas évident quand on est mort de base. Mais admettons. Ensuite de 2, le problème c'est que les odeurs, elles sont pas interprétées par le nez, mais par le cerveau, dans une zone qui est pas du tout, mais alors pas du tout le tronc cérébral. Bon, par contre, je veux bien avouer, le son, c'est le tronc cérébral qui gère. Alors oui, on va me sortir un argument de derrière les fagots sur la plasticité cérébrale. C'est le truc qui dit que quand t'as une zone du cerveau qui a une fonction particulière et que la zone est détruite, la fonction se déplace vers une autre zone du cerveau? Oui. Wikipédia. Merde. Mais bref, oui, c'est possible si on prend par exemple les gens qui se sont fait péter la moitié du casque. Qui ont subi une hémisphériectomie. Non, et puis merde. Aucun organisme qui se nourrit ne peut rester en vie sans un apport fréquent de cette nourriture. C'est la logique même. Et même s'il se nourrissait que par réflexe et pas par besoin, et bah la conséquence de cette alimentation se ressentirait sur lui, soit en faisant caca, soit en explosant parce qu'il a trop mangé. C'est caca qui te fait rire. Ouais. Oh, putain. Zombie en créole haïtien désigne communément une personne ayant perdu toute forme de conscience et d'humanité, adoptant un comportement violent vers les humains et dont le mal est terriblement contagieux. Dans la culture haïtienne, il sert également à qualifier les victimes de sortilèges vaudous permettant de ramener les morts à la vie ou de détruire la conscience d'un individu afin de le rendre corvéable à merci. Le mot zombie signifie en créole esprit ou revenant.
Il désigne également les dieux esprits des tribus africaines. Depuis le 19e siècle, les zombies ont ainsi revêtu de nombreuses formes et trouvé un écho signifiant en particulier dans les folklores européens et américains. Wikipédia. Non, pas que. La plus ancienne référence du mot zombie désigne un cadavre ressuscité par l'intermédiaire des sciences occultes et manipulé par un sorcier. Dans le vaudou haïtien, le zombie est une personne victime d'un bokor, un prêtre vaudou, plongé dans un état cataleptique et privé de son âme par admission de puissantes drogues. La victime, qui passe pour morte, est ensuite enterrée. Au bout d'un certain temps, le sorcier revient déterrer le corps de sa victime à ressusciter, tout en récitant diverses formules magiques. Extrait de sa tombe, on lui administre aussitôt, puis encore le lendemain, une pâte ou un antidote qui élimine les effets du poison et le fait sortir de sa léthargie. Puis on lui donne une drogue hypnotique qui rend la victime amnésique et la réduit en esclavage. Cet état étant facilité par les lésions cérébrales hypoxiques dues à la consommation de l'oxygène dans le cercueil. La drogue ayant détruit leurs fibres nerveuses sensitives, certains zombies rendus insensibles aux petites blessures ont des muqueuses nécrosées, comme la langue ou le voile du palais, ce qui leur donne une voix caverneuse. Oh là là, mais Wikipédia quoi. Même si c'était ancré dans leur culture, les esclaves haïtiens utilisaient ce folklore pour faire peur aux blancs, les esclavagistes. Et donc on en vient, de fait, à la notion de peur que véhicule le zombie. La peur de quoi? De la mort? Ah ah, ce serait trop simple. Certes, le zombie nous confronte à la peur de la mort et à la décrépitude de notre chair. Et il véhicule aussi la peur de la servitude et de la perte de notre libre arbitre. Ce libre arbitre que nous chérissons et qui nous caractérise tant. Ce libre arbitre qui nous permet d'aimer secrètement 50 nuances degrés. Hein? T'es con, non, mais attends, tu dis pas ça, non, on s'en fout, non, t'en parles pas. Et pourquoi le zombie étant à la mode de nos jours, c'est qu'il est la métaphore de nos craintes modernes. N'être qu'un pion dans la masse. Se faire dévorer par le groupe et de craindre que finalement on est comme les autres et n'être qu'un zombie moderne. Qu'il prenne cet aspect de menace bactériologique crédibilise la bête et la rend plus menaçante. Lorsque je le vois danser aux côtés de Michael Zombie Master Jackson, je me dis que, même si on n'est que des zombies, rien ne nous empêche de danser. C'est... Là, plus de ça, Luigi. La tronçonneuse. Va chercher la tronçonneuse, Luigi. Ouais, c'est bien, Luigi. Du sang. Tu le manges, là. Tu le bouffes, cannibale. C'est très bien, là. C'est très bien. Plus que les Américains. Attends. Tiens, tu mets ça, Luigi. Tu mets ça. Plus, ouais. Va chercher. Là, tu parles à Bianca. Bianca, tu t'approches. Tu te déshabilles, Bianca. Bianca, déshabille. Tiens. Tu mets ça, Bianca, voilà. Voilà, Luigi, le sang, tronçonneuse. Là, tu mets ta bite, Luigi. Plus. La bite, Luigi, la bite.